Il est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire invités à redoubler d'efforts pour développer l'économie ivoirienne. Voici l'essence du message délivré aux jeunes entrepreneurs par le Premier ministre Ahmed Bakay au cours de la rencontre qu'il a eue avec ces jeunes lors du lancement des activités de la tribune dénommée le Meet and Greet. Trouble à l'ordre public à Dabou, une cinquantaine de personnes interpellées par les éléments de la gendarmerie nationale. Ils avaient en leur possession armes blanches et armes à feu. Ils seront face aux autorités judiciaires et compétentes. Quand se protéger des cambrioleurs peut constituer un danger pour sa propre survie en cas de menace ou d'incendie, c'est l'effet boomerang provoqué par les antivols installés aux fenêtres des habitations. Comment éviter de se faire prendre au piège? Comment construire les portes et les fenêtres en respectant les normes de sécurité? À qui demander conseil avant de bâtir sa maison? Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. La triste nouvelle est tombée ce vendredi. La Côte d'Ivoire, notre cher pays, est en deuil. Le ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, a tiré sa révérence aujourd'hui. Et ce communiqué qui émane de la présidence de la République le confirme. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de M. Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, survenu ce vendredi 23 octobre 2020. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre les condoléances les plus attristées de la nation ivoirienne à la famille de l'illustre disparu. Le président de la République salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un collaborateur compétent et loyal. Un deuil national de 72 heures est décrété à compter de ce jour, fait à Abidjan le vendredi 23 octobre 2020. Le ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, quitte donc les siens ce vendredi pour le voyage du non-retour. Lui qui, il y a à peine 48 heures, siégeait à la table du dialogue politique pour apporter sa contribution à l'apaisement du climat sociopolitique. Alexis Ouedraogo revient sur le parcours de l'homme. Il était une pièce maîtresse du dialogue politique ivoirien. Toujours le mot pour concilier, Sidiki Diakité était de toutes les négociations. Entré au gouvernement en juillet 2017, il occupe les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 2 ans plus tard, dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il prend les rênes du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. C'était le 4 septembre 2019. Ancien préfet hors grade d'Abidjan, Sidiki Diakité a été préfet de Touba de 2007 à 2010, puis préfet de la région des montagnes et du département de Mans. Homme de dossier, collaborateur dont on vantait l'efficacité, Sidiki Diakité part, comme il l'a toujours vécu, à la tâche, discret, réservé. Sidiki Diakité, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, n'est plus une grande perte pour sa famille biologique, mais également politique. Étreinte par la douleur de sa disparition, sa famille politique, le RHDP, décide de la suspension de toutes ses activités pour une durée de 72 heures. Je vous invite à suivre la déclaration du directeur exécutif du parti, Adama Bictogo. Il est au micro de notre reporter, Éric Corré. Le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le président Alassane Ouattara, a la profonde douleur de vous annoncer le décès du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et par ailleurs membre du conseil politique du RHDP, M. Sidiki Diakité. Face à cette nouvelle épreuve qui s'impose à notre parti, le candidat appelle tous les militants et sympathisants à observer une suspension de toute activité festive relative à l'animation de la campagne. Une fois de plus, le candidat voudra bien compter sur la capacité de tous les membres des différents organes de la campagne, direction nationale, centrale, régionale, départementale, sous-préfectorale, communale et sectorielle, à surmonter cette situation inédite et difficile, 3 mois après la douloureuse disparition de notre regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Et dans le même élan, sachez que compte tenu du décès du ministre de l'administration du territoire, M. Sidiki Diakité, Madame la directrice nationale de campagne chargée des femmes, des mouvements de soutien et véhicules d'opinion et des électeurs de l'extérieur annoncent le report à une date ultérieure du giga meeting des femmes initialement prévu le samedi 24 octobre 2020 au Parc des Sports de Treichville et présente ses condoléances à son Excellence Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'à la famille éplorée. Ainsi va donc la vie au 9e jour de la campagne électorale. Que retenir des différentes activités engagées par les candidats sur le terrain ? Après 8 journées d'activités sur le terrain émaillées de meetings, meet-up, rencontres sectorielles, interviews et entretiens dans les médias, le candidat indépendant Kouadio Conan-Bertin à son quartier général a rencontré notre équipe pour faire le point. Il se dit satisfait de la qualité d'écoute et de la réceptivité de son message, lui qui se présente comme une alternative crédible. Le candidat dit pour cette seconde semaine de campagne, axer ses activités sur la proximité, selon lui, des jeunes occupent une place de choix dans les perspectives de développement. Force à eux de prendre leurs responsabilités en jouant leur rôle dans le processus démocratique. Ce vendredi après-midi, le directeur national de campagne du RHDP, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, représenta le candidat du RHDP. Il a rencontré les commerçants promoteurs de petites et moyennes entreprises. C'était au Palais de la Culture de Treichville. Une cinquantaine d'individus interpellés à Dabou. Ils étaient armés de gourdins, de couteaux, de machettes, d'armes blanches de tout genre, mais également d'armes à feu. Animés d'intentions pas très catholiques, ils ont été interpellés par la gendarmerie nationale à Dabou pour leur implication dans les troubles qui ont secoué la ville ces derniers jours. Une cinquantaine d'individus au total seront donc face aux autorités judiciaires et compétentes à Bou, Sanogo. Leur interpellation par la gendarmerie nationale intervient après les récents événements qui se sont déroulés dans la commune de Dabou et des villages environnants. Il a été retrouvé en leur possession des armes blanches et à feu, des barres de fer, des téléphones portables et des gourdins avec lesquels ils ont opéré. Ce sont au total 6 armes à feu, 40 armes blanches dont 25 machettes, 8 couteaux de cuisine, 3 lances, 3 haches, 2 couteaux, 2 pics. Ces 50 individus qui se sont illustrés à Dabou et ces villages environnants seront conduits devant les juridictions compétentes pour permettre d'élucider le rôle que chacun d'eux a joué au cours de ces tristes événements. Après les tensions qui ont secoué la ville de Bongouanou ces derniers jours et qui ont fait des morts et des blessés, les populations se sont retrouvées pour parler de paix. Ce vendredi, dans le but de consolider cette cohésion, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a entrepris de soutenir les blessés et familles des défunts. Ces dons ont été remis par l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, occasion pour lui de lancer un appel à la cohésion. Alexis Ouedraogo. Les 15 et 16 octobre dernier, la ville de Bongouanou était secouée par une vague de mouvements et d'incidents d'une rare violence. Au compteur, des pertes en vie humaine, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Après la tempête, les populations se retrouvent pour aplanir les différends, une initiative que vient soutenir le chef de l'État. Ces événements se sont soldés par des blessés et même des morts. Le président de la République informé m'a chargé de venir d'Iyako et de donner quelques moyens aux familles qui ont perdu des enfants et aux blessés, pour les blessés se soigner. L'occasion pour l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, de lancer un appel au calme, à la tolérance et surtout à une bonne compréhension du jeu politique. Que cela ne se répète plus. C'est l'appel que nous leur avons lancé, de calmer les cœurs, de calmer les esprits. Ces blessés qui sont là, certains sont de tel parti, d'autres de tel autre parti. Moi, ce sont mes enfants qui sont blessés et qu'on doit soigner. Et qu'eux aussi, ils comprennent un certain nombre de choses. Il faut qu'ils pensent à leur propre vie. Le fils de la région a pour finir invité les populations, notamment les jeunes, au calme pendant cette période électorale. Les femmes de Diokoué ont été sensibilisées à la cohésion sociale par l'association dénommée Idées et Paix. Des femmes sensibilisées pour une élection sans violence. L'association a invité les femmes à s'investir dans la promotion de la paix. Les femmes de Dioko ont manifesté leur adhésion à cette initiative. Konaté Moussa.
Les femmes de Diokoué souhaitent un environnement électoral apaisé. Elles ont répondu massivement à l'appel de l'association Idées de paix qui milite pour le vivre ensemble. L'association Idées de paix veut passer par les femmes pour véhiculer son message de cohésion sociale en cette période d'élection. La femme est le cœur de la nation, le cœur de la République, le cœur de la société. Mais en même temps, elle est la première victime quand il y a les crises. Et la femme pleure toujours ses enfants qui malheureusement sont instrumentalisés par des hommes politiques. Comme on voit aujourd'hui, des enfants qui sont instrumentalisés, aller brûler les voitures, aller couper les troncs d'arbres pour jeter sur la route, pour faire renverser des cars. Mais tout ceci, si on touche le cœur des mamans, si on est avec leur mère, si on sensibilise la mère, si la mère s'engage, l'enfant va comprendre parce que la mère, c'est elle qui donne le sang et c'est la mère qui guide son enfant. Le 31 octobre prochain, chacune d'entre elles doit aller voter pour une élection apaisée. L'association Idées de paix entend poursuivre ses actions pour sensibiliser l'ensemble des populations à une élection sans violence. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a eu une rencontre avec les jeunes entrepreneurs lors du lancement des activités de la tribune dénommée le Meet and Greet. Le chef du gouvernement a encouragé les jeunes entrepreneurs à redoubler d'efforts pour développer l'économie ivoirienne. Les précisions de Cheikh Koné. En 9 ans, la Côte d'Ivoire a pu rattraper son retard sur le développement. De 60 en 80 en 20 ans, avec le miracle ivoirien, le président Oufoué a réussi à multiplier le PIB par tête d'habitant par 2. 30 ans après lui, les Ivoiriens, sans rentrer dans les détails, ont réussi à le faire chuter au niveau où il était en 60. C'est là où Oufoué l'a pris. Et en 10 ans, de 2011 à 2019, le président Alassane a réussi à le faire doubler, le multiplier par 2. C'est ce que Oufoué a fait en 20 ans. Pour y arriver, le gouvernement a amélioré l'environnement des affaires, créé un cadre de concertation État-secteur privé et mis à la disposition des petites et moyennes entreprises des fonds pour développer leurs projets. Le modèle ivoirien séduit. La Côte d'Ivoire a vraiment l'intention d'aider les entreprises à continuer à croître, mettre l'administration au service des entreprises, ce qui manque dans beaucoup de pays, et se concentrer sur leur travail qui est l'infrastructure. Et je pense que beaucoup de pays de la sous-région gagneraient à apprendre de cela. Il faut faire mieux et laisser le meilleur à la future génération, selon le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il invite les entrepreneurs à faire preuve d'imagination pour booster l'économie. Par essence, un business, il est bon s'il intéresse un secteur qui est porteur. Ensuite, quand on a les capacités de porter le business, que dans le fonctionnement, on respecte certains ratios. L'acharnement au travail, bien fait, on peut essayer de vous empêcher d'évoluer, mais à force de persévérer, vous arrivez à faire la différence. Des conseils pour encourager l'entrepreneuriat ou accroître le volume des investissements dans plusieurs secteurs. C'est l'objectif de ces échanges dénommés le Meet and Greet, initié par Joel Williams, un opérateur économique. Ce rendez-vous, une opportunité pour le chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko rassure sur les dispositions sécuritaires préalables à tout investissement. Il y a toujours des situations qui peuvent vous surprendre, mais ce qui est essentiel, c'est votre capacité de réaction pour stabiliser et normaliser les choses. Vous voyez ici du temps de tension, il y a des attaques, mais nous avons toujours la réponse parce que nous avons travaillé, nous avons investi pour vous protéger et protéger le territoire. C'est vrai que pendant les périodes électorales, il y a toujours plus ou moins de tensions, mais je peux vous assurer de notre capacité à faire en sorte que ces tensions-là ne prospèrent pas. Le Meet and Greet, cette première édition a fait des heureux. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a donné des instructions en vue de la prise en charge de 2 jeunes entrepreneurs. À l'instant donc, un élément signé Francis Boifot. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé par visioconférence avec la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, Kristalina Georgieva. Ils ont parlé des leviers de l'économie ivoirienne face à la crise de la Covid-19. Les 2 personnalités ont ensuite
évoqué l'urgence qu'il y a de créer des mécanismes d'appui pour rendre plus résilientes les économies africaines. La directrice du FMI a pour sa part salué les efforts du gouvernement ivoirien pour son plan de riposte qui a su contenir la propagation de la maladie, un élément de Cheikh Koné. Les plans de riposte à la Covid-19, la résilience des économies africaines face aux impacts de la pandémie, mais surtout la nouvelle configuration post-Covid des appuis du Fonds monétaire international aux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont meublé les échanges des deux personnalités. Kristalina Georgieva, directrice du FMI, a salué les efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'engagement fervent de la part des autorités d'avoir pris des mesures décisives pour veiller à ce que l'économie puisse traverser cette crise. Grâce à ce qu'a pu faire la Côte d'Ivoire ces dernières années, elle est en mesure maintenant de pouvoir faire face à cette crise. La zone de turbulence passée pendant les premières heures de la crise sanitaire, la directrice du FMI fait des propositions pour la période post-Covid. Et maintenant, nous devons nous préparer à la phase qui va suivre. Comment ? Tout d'abord, éviter de replier les mesures et de retirer le soutien sans affecter l'économie. Et ensuite, attirer les investissements nécessaires pour que l'économie puisse être prête à l'avenir. Miser sur la numérisation et sur le capital humain. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pour sa part exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien au FMI et à sa directrice pour ses efforts d'accompagnement qui ont été accomplis dès l'entame de la crise sanitaire. Cependant, face aux restrictions du commerce mondial qui impactent les circuits internationaux de distribution dans plusieurs pays du monde, le Premier ministre a souhaité une réorientation de l'appui du FMI. C'est pourquoi nous souhaitons transformer notre plan d'appui Covid à l'économie en un plan de relance. Et ce plan de relance, il est indispensable d'imaginer aujourd'hui, c'est là qu'on a besoin du Fonds monétaire, qu'on règle la question des financements de nos programmes structurants pour justement réduire la pauvreté. Sur ça, je pense qu'il y a une vraie réflexion et nous avons une vraie attente de la contribution du Fonds monétaire sur ces questions-là. Depuis la survenue du premier cas de personnes contaminées en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, le pays compte à ce jour 20 390 cas confirmés pour 20 088 guéris. Le plan de riposte à la pandémie élaboré par le gouvernement a été soutenu par le FMI à hauteur de 530 milliards de francs CFA, ce qui a permis au pays d'avoir un plan robuste de réponse sanitaire accompagné d'un programme d'appui économique. La Côte d'Ivoire toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Nous lisions à l'instant dans les titres, donc la Côte d'Ivoire toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce vendredi 23 octobre, on dénombre 15 cas confirmés sur 1396 échantillons prélevés, 12 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 184 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières, préservant notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples qui sauvent. Du côté d'Abengourou, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a procédé à l'inauguration d'une usine pour les femmes. Cette usine fait partie d'un vaste projet dénommé Usine des femmes de Côte d'Ivoire, l'USIFEMSI, initié par le gouvernement ivoirien en vue d'assurer l'autonomisation véritable des femmes en développant leur esprit d'entrepreneuriat, en vue de leur permettre de participer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ce projet piloté par, lancé pour la première fois dans l'Indénié du Hablin, va s'étendre à tous les départements des 31 régions et des 2 districts autonomes du pays. Le reportage est signé Herman Yamia. C'est une énorme contribution du gouvernement ivoirien dans sa volonté de donner les moyens aux femmes d'assurer véritablement leur autonomisation qui vient de s'exprimer. En inaugurant ici à Abengourou l'usine des femmes de l'Indénié du Hablin, le Premier ministre, ministre de la Défense, vient ainsi de lancer officiellement le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire USIFEMSI. Il a pour objectif l'acquisition et l'installation de machines pour la transformation semi-industrielle des produits agricoles. Cette unité de transformation comprend donc une décortiqueuse blanchisseuse, emballeuse de riz,
une broyeuse mixte de tubercules et de légumes et une tritureuse de graines de palme. Ce don contribuera à une véritable indépendance économique que la femme de notre région, car donner aux femmes les moyens d'être économiquement autonomes, c'est permettre à la Côte d'Ivoire d'utiliser pleinement son potentiel humain et d'accroître sa capacité de production. Ce programme qui a pour but de développer l'entrepreneuriat féminin traduit la volonté du président de la République de faire participer plus de femmes à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ce programme a une valeur de 4 milliards 298 millions de francs CFA sur 3 ans. On va former 30 000 femmes entrepreneurs. Et le projet pilote commence ici. Et le projet pilote va concerner 18 départements et les 2 districts de la Côte d'Ivoire. Et avec une valeur de 402 millions de francs CFA. Après la phase pilote, le projet va s'étendre à tous les départements des autres régions du pays, a indiqué le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Avec ces instruments, demain, vous allez être mieux formés et vous allez faire votre commerce dans des meilleures conditions. Je vous félicite et nous allons vous aider à être autonomes. Bravo à toutes les femmes d'Abengourou. Il faut souligner que la première dame Dominique Ouattara accompagne le projet EasyFem en mettant 1 milliard de francs CFA du FAFSI à la disposition des associations et groupements féminins qui vont bénéficier de ce programme. De la ville au village, des villas aux immeubles en passant par les habitations les plus modestes, les commerces et autres établissements, tout le monde se barricade parce que pris du syndrome de la peur de se faire cambrioler, un réflexe que l'on pourrait tout naturellement attribuer à l'instinct de survie. Mais en cas d'incendie, il est bien difficile, voire quasiment impossible de s'en sortir avec les portes et les fenêtres barricadées de fer, de lignes électriques. Plusieurs familles ont péri dans les flammes en Côte d'Ivoire parce que pris au piège du feu par les antivols. Comment éviter ce drame qui endeuille de nombreuses familles? Comment construire les portes et les fenêtres en respectant les normes de sécurité? À qui demander conseil avant de bâtir sa maison? Sécuriser son domicile, c'est bien, mais préserver sa vie, c'est encore mieux. Antivol, un obstacle à la survie, un dossier de Ami Sissoko. Des immeubles en feu, des habitations en proie à des flammes, des commerces et autres établissements victimes d'incendies. Des images visibles dans nos villes. À Korogo, dans la région du Poro, au nord du pays, sur 100 incendies recensés depuis le début de l'année, la moitié environ a engendré des dégâts matériels et humains importants. Des incendies sur lesquels les sapeurs-pompiers ont eu du mal à intervenir. L'accès aux habitations étant parfois rendu difficile par les antivols et autres grilles de protection. Le 10 juillet dernier, au quartier sinistré, 6 personnes, toutes d'une même famille, ont péri dans les flammes. Il faut comprendre que dans le feu, les 2 menaces essentielles sont l'intoxication par la fumée et puis les brûlures par les flammes. Mais lorsque les secours vont se présenter, pour l'évacuation, on pourrait tenter de passer par la fenêtre ou par la porte. Mais lorsqu'on se trouve dans un cas de figure comme celui-là, avec une fenêtre barricadée, des portes barricadées, c'est une perte de temps pour les secours. Mais tout ce temps-là, le pronostic vital est déjà engagé. Korogo n'est pas un cas isolé. À Grand Bassam, au quartier Mokéville, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2018, c'est une famille de 9 personnes qui a péri dans un incendie. La servante, elle voulait sortir par la fenêtre, mais il y a un petit vol par dehors. Donc elle n'a pas eu l'occasion de sortir. La fumée aussi l'a asphyxiée. La même année, à Boaké, 7 personnes de la même famille ont perdu la vie dans un incendie. À Gayoa, des personnes prises au piège des grilles de protection n'ont pu être secourues. On a tenté de casser la porte, on n'a pas pu. Moi-même, je suis allé chercher une hache, on a pu casser la fenêtre et on a pu sauver 3 personnes. Quand j'ai ouvert la porte de notre chambre, j'ai vu qu'il y avait la fumée et le feu partout dans la chambre. Et on a cassé les vitres de la fenêtre de la chambre et j'ai pris la porte du placard, j'ai pu faire une ouverture sur l'antivol de notre chambre. J'ai fait sortir les enfants et moi-même je suis sorti. Et après je suis parti vers la chambre des filles parce qu'elles étaient en train de crier aussi. Donc, je suis parti, j'ai essayé de casser l'antivol, mais je n'arrivais pas. Et à un certain moment, je n'entendais plus les cris. Ces dispositifs réduisent les chances de survie dans bien de cas, comme ici, lors d'un incendie à Abidjan, au plateau. Sur les lieux, nos hommes ont été confrontés à un bâtiment qui était très difficile d'accès parce que complètement barricadé par des rideaux métalliques fermés avec des cadenas
en plus des grilles. Se protéger des voleurs et autres cambrioleurs, assurer la sécurité de la famille. Ces préoccupations guident bien souvent le choix d'équiper portes et fenêtres d'antivol. On a tendance à se protéger contre les voleurs au lieu de prévoir les éventuels cas d'incendie. Donc c'est ce qui nous amène vraiment à faire ça. Mais vouloir trop se protéger n'est pas sans danger, quand les dispositifs sont mal élaborés, mal disposés en dehors de toute règle de sécurité. Nombreux sont les fabricants de ces portes et fenêtres sans formation qualifiante, voire diplômante. Aucune notion de sécurité en la matière, comme ce ferronnier. Nous, on est plus basé sur le cas de vol. Dans nos métiers, c'est ça. Maintenant, au cas s'il y a un problème maintenant dedans, il y a du feu pour que la personne puisse sortir. Vraiment, ça, on n'a pas pris ces mesures-là. La construction d'une maison, d'un commerce ou autre établissement obéit à des normes en vue d'assurer la sécurité des occupants. En cas d'incendie, si on est prisonnier dans les chambres, par où s'échapper et comment le faire? Mais si on est barricadé, on ne pourra pas le faire. Une fois de plus, pour attirer l'attention de la population, de prendre souvent conseil auprès des préventeurs avant de construire les maisons. Tu envoies ton plan, il t'indique, fais l'issue de secours par là. En cas d'une situation, la famille peut s'échapper par ici. Donc il faut quand même que la population ait cette culture-là. La prévention incendie doit débuter bien avant l'obtention du permis de construire. L'autorité qui délivre le permis de construire a pour conseil le service de prévention du groupement des sapeurs-pompiers militaires. C'est à ce service-là qu'on adresse les plans et ces services vont instruire le dossier en termes de prévention incendie à travers des prescriptions. Et ces prescriptions vont prendre en compte l'accès facile par les portes, les fenêtres que nous appelons dans notre jargon nous des dégagements. Malheureusement, ce n'est pas toujours suivi. L'autorité municipale ayant le pouvoir de police a l'obligation de faire respecter les règles en matière de construction. Et à Korogo, la municipalité s'y attelle. Ce que nous faisons depuis un moment, lorsque la construction nous envoie le dossier, on impute le courrier aux sapeurs-pompiers et c'est sur avis des sapeurs-pompiers que nous délivrons maintenant la lettre pour donner le permis de construire à la personne. On a même instruit les sapeurs-pompiers ensemble avec le préfet de passer dans tous les hôtels où il y a des problèmes de sécurité, d'appeler les propriétaires et de leur demander de se mettre aux normes. Le modèle de construction des portes et fenêtres est à repenser pour éviter des drames. Il faut trouver un nouveau système. Peut-être que ce système-là peut se faire à partir de l'intérieur de la maison. Et en cas de feu, on pourrait peut-être décondamner ça à partir de l'intérieur et puis s'échapper. Les solutions qu'on propose, c'est de faire des fenêtres comme ça. Et en cas d'incendie, on peut ouvrir comme ça, les deux crochets, et on ouvre comme ça. On peut sortir par là. Un projet de construction prend du temps et il est plus que conseillé de se faire accompagner par des professionnels pour être bien logés et mieux protégés. Voilà, antivol, un obstacle à la survie, un dossier signé Ami Sissoko. L'actualité, c'était également l'action de ces observateurs de la Commission nationale des droits de l'homme qui sont prêts à investir le terrain. Ils sont 1500, nous dit Éric Goré. Namizata Sangaré face à la presse. La présidente du Conseil national des droits de l'homme s'entretient avec les journalistes. Objectif, donner les détails de la mission des 1500 observateurs des droits de l'homme qui seront sur le terrain le jour du vote. Leur mission sera basée sur le respect des droits de l'homme. Ces observateurs seront des relais du CNDH. Ils donneront de la voix si certains citoyens sont empêchés d'accomplir leurs devoirs. Nous souhaitons nous déployer à toutes les étapes pour rassurer les populations sur l'intégrité et pour la sincérité du scrutin. Les dispositions de la Commission électorale indépendante doivent également prendre en compte la situation des personnes vivant avec des handicaps. Ces observateurs feront remonter à leur hiérarchie toute anomalie liée aux élections. Et tout cela a pour objectif d'assurer nos populations, nos concitoyens sur la sincérité du scrutin, sur l'intégrité du scrutin. Il y aura une coordination ici, un secrétariat permanent qui sera là
et qui sera en contact avec tous les observateurs déployés sur le terrain à l'effet de faire remonter les informations. Pour cette élection du 31 octobre 2020, le Conseil national des droits de l'homme affirme être aux côtés des citoyens pour que ceux-ci votent en toute quiétude. Et puisqu'on parle de l'action des observateurs du CNDH, je vous invite à présent à suivre ce communiqué du CNDH lu par Sephora Zeki. Déclaration du Conseil national des droits de l'homme CNDH. Suite au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par les plateformes et groupements politiques de l'opposition, le CNDH observe une résurgence d'actes de violence, d'attaques graves contre des personnes physiques, des symboles et l'autorité de l'État, de destruction de biens publics et privés, d'obstruction de voies publiques, de circulation urbaine et interurbaine, d'empêchement de distribution des cartes d'électeurs, de saccage de matériel des sièges des commissions électorales locales, de pillage de commerce. Le CNDH observe également la propagation de propos haineux, de fake news et d'appels à la violence sur les réseaux sociaux. Le CNDH condamne ces faits, notamment les pertes en vie humaine, et déplore les affrontements entre communautés, précisément dans les localités de Bonois, Bongouanou et Dabou. En outre, le CNDH recommande au gouvernement de poursuivre le dialogue et mettre tout en œuvre en vue de ramener à la table des négociations toutes les parties prenantes. À l'opposition, de reconsidérer son mot d'ordre de désobéissance civile lancé le 20 septembre 2020. Rejoindre la table des discussions à l'effet de privilégier le dialogue proposé par le gouvernement. S'inscrire résolument dans la voie pacifique de recherche de solutions, contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle apaisée, transparente et démocratique, fait à Abidjan le 22 octobre 2020 pour le Conseil, la présidente. Rendons-nous à présent à Garango, village de plus de 15 000 âmes dans la commune de Boisflé, qui a désormais son établissement sanitaire, un centre de santé urbain avec un médecin-chef. Coût de l'infrastructure, de premier contact, plus de 150 millions de francs CFA. C'est un don de la LONASI et des loteries, sœurs des pays membres du Conseil de l'Entente. Le reportage est signé Léon Brou. Garango, route de Daloa, commune de Boisflé. Heureuse la population et notamment la génitrice de ce nourrisson, elle a accouché sur place dans ce centre avec l'aide de professionnels de santé, donc sans vivre les difficultés de sa première maternité dues au long et périlleux voyage pour trouver une structure sanitaire. Les autres grossesses là, j'ai accouché, j'ai venu à l'hôpital. Ici est bon. Ce centre de santé ne bénéficiera pas qu'aux seuls habitants de Garango. Il y a beaucoup de villages satellites et hameaux qui vont bénéficier des prestations de ce centre-là. C'est pourquoi nous disons que sa mise à notre disposition est vraiment un véritable ouf de soulagement. Possible donc de se soigner désormais à Garango dans cet établissement de premier contact, un centre de santé urbain intégrant dispensaire et maternité, placé sous la responsabilité de médecin-chef. Coût de l'infrastructure, 150 millions de francs CFA, y compris les équipements et ses 2 logements pour personnel soignant. C'est un don de la LONASI, financé avec l'aide des loteries sœurs des pays membres du Conseil de l'Entente. L'outil qui a permis à ces 5 sociétés nationales d'œuvrer ensemble à la réalisation de cette infrastructure est la tranche commune entente appelée communément TCE. Il s'agit d'une loterie annuelle créée en 1970 par les États membres du Conseil de l'Entente et dont les gros lots sont tirés chaque année dans l'un des 5 pays, des pays membres du Conseil de l'Entente. Les bénéfices de cette loterie sont utilisés pour améliorer les conditions de vie des populations, pays qui accueillent le tirage. Objectif, amélioration des conditions de vie des populations. Ici, plusieurs actions à l'actif de la LONASI à travers sa fondation dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la culture, de la santé. Et juste avant de refermer cette édition, sachez que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de M. Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, survenu ce vendredi 23 octobre 2020. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre les condoléances les plus attristées de la nation ivoirienne à la famille de l'illustre disparu.
Le président de la République salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un collaborateur compétent et loyal. Un deuil national de 72 heures est décrété à compter de ce jour, fait à Abidjan le vendredi 23 octobre 2020. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve, Dieu voulant, demain 10h et 13h. Dieu nous garde.